bien bonjour, comme d'habitude je me représente à chaque fois, pour ceux qui me découvrent seulement à présent, Della Ragione Ralph. Voilà, la vidéo que je fais maintenant, c'est une rétrospective de la toute première vidéo que j'avais faite il y a longtemps déjà de cela, quand on ne me connaissait pas encore. Donc il y a eu très peu de vues. Alors je la remets au goût du jour. Il s'agit, le titre c'était, à ce moment-là, le savoir cosmique universel, et c'est de ça que je vais parler justement aujourd'hui. Une sorte de rétrospective. Donc voilà, l'univers est infini, donc il est ouvert. Ça veut dire qu'on peut, quelle que soit la distance et la vitesse dont on se déplace, on peut toujours aller au-delà de l'endroit où on se trouve. Et cela à l'infini, puisque l'univers est infini. Mais donc, ça veut dire qu'il est ouvert. C'est logique. Mais quelle que soit la vitesse à laquelle on se déplace, et quelle que soit la direction que l'on prend dans le temps, on ne peut jamais sortir de l'univers. Donc ce dont on ne peut jamais sortir, par vérité de tous les temps, par logique à l'état pur, ce dont on ne peut jamais sortir est forcément fermé, puisqu'on ne peut jamais en sortir. Par conséquent, l'univers est ouvert, parce qu'on peut toujours aller au-delà de l'endroit où on se trouve, mais il est également fermé, puisqu'on ne peut jamais en sortir. Je donne un exemple, si je tombe dans un puits, par exemple, je vois le ciel au fond du puits, un puits par exemple qui fait 5 mètres de profondeur, mais qui est très large et que je ne peux pas en sortir. Pour moi, ce puits, je le vois ouvert, comme je vois le ciel, je le vois ouvert, mais je ne peux jamais en sortir. Donc c'est que pour moi, dans ma situation à moi, il est fermé. Maintenant, si un oiseau, comme un pigeon là qui roucoule, il descend dans le puits, eh ben lui, il peut toujours en sortir. Pour lui, le puits est ouvert. Moi, je le vois fermé, j'ai la sensation qui est réel, il est fermé pour moi, mais il est ouvert pour un oiseau ou une salamandre, enfin un lézard qui arrive à grimper les murs, vous voyez. Bon, donc ça c'est une question de point de vue. Donc comme je disais, l'univers est ouvert car on peut toujours aller au-delà de l'endroit où on se trouve, mais il est également fermé car on ne peut jamais en sortir. Mais par vérité de tous les temps, ce dont on peut toujours aller au-delà de l'endroit où on se trouve est forcément ouvert, et donc il ne peut pas être fermé puisqu'il est ouvert. C'est une vérité. Mais dès l'instant où on ne peut jamais en sortir, c'est qu'il est fermé. Donc s'il est fermé, l'univers, il ne peut pas être ouvert, par logique, du point de vue fermé. Donc l'univers est ouvert et fermé, mais il ne peut pas être ouvert et fermé en même temps, parce que ça va en contradiction. Ce sont donc deux vérités contradictoires qui ne peuvent pas coexister en même temps dans le même espace, aussi infini soit-il. Donc comment faire pour donner raison à ces deux vérités? Eh bien, c'est leur faire partager le temps et l'espace alternativement. Cette alternance, elle est virtuelle, mais ce n'est pas parce que quelque chose est virtuel que ça n'existe pas. C'est virtuel pour nous, c'est virtuel même pour l'univers lui-même, mais ça existe. C'est comme un monde parallèle, il n'est pas palpable par nous, mais pour ce monde parallèle, pour cette virtualité, c'est nous qui sommes virtuels. Nous nous sentons réels dans notre monde réel, physique, mais en réalité, pour le monde virtuel, nous ne sommes pas physiques, nous sommes virtuels, et c'est le monde virtuel qui est physique, finalement. C'est comme quelqu'un qui veut sonder une panne dans un moteur. Avec les doigts, il ne peut pas sonder, il n'est pas dans la même longueur d'onde, il n'a pas de fil électrique dans les doigts, il est obligé d'avoir la boîte. Et c'est un langage mathématique, c'est un langage entre ordinateurs, il se parle entre ordinateurs, un langage qu'on sait qu'il existe, mais qu'on interprète, mais on ne peut pas parler de la même manière que l'ordinateur. On ne peut pas savoir, on ne peut pas sonder où se trouve la panne moteur, rien qu'en touchant le moteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une autre forme de langage. C'est quelque chose qui pour nous est virtuel, mais qui est bien réel, même si on ne peut pas le palper. Donc imaginons qu'il n'y a rien. S'il n'y a rien, donc il y a une obscurité totale. Elle est infinie, ce n'est pas l'obscurité limitée comme dans l'environnement, dans notre galaxie, dans notre système solaire. L'obscurité, c'est une obscurité d'une dimension infinie, qui va à l'infini, qui est déjà infinie par absence de son opposé, la luminosité.
dès l'instant où il y a rigoureusement aucune luminosité, pas même la flamme d'une bougie dans tout l'univers, eh ben l'univers est rigoureusement et infiniment obscur. Et ça, il n'y a rien à faire puisqu'il n'y a pas la moindre étincelle qui éclaircit l'univers. Mais en conséquence, puisqu'il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de source de chaleur, donc il y a une froideur qui est infinie. Alors, l'obscurité est une existence, même si on ne peut pas la palper, mais elle existe. Même si personne, il n'y a pas un seul humain qui existe, l'obscurité est ce qu'elle est. Elle est reconnue comme telle dans tout l'univers. Mais la froideur aussi est une existence. Tant qu'on peut imaginer un lieu très obscur et très froid. Et dans ce cas, froid et obscurité s'interpénètrent, ils sont solubles l'un dans l'autre. On peut imaginer donc une obscurité très froide, un endroit très obscur et très froid. Mais si par absence de son opposé, la clarté, parce qu'il n'y a rien, il n'y a absolument rien dans l'univers, il y a l'obscurité totale infinie, donc d'une densité infinie, qui occupe toute la place dans l'espace. Mais il en est de même, à ce moment-là, de la froideur. C'est une froideur qui n'est pas limitée, puisqu'il n'a pas son opposé, la chaleur. Il n'y a rien, il n'y a pas la moindre source de chaleur. Donc c'est une froideur illimitée, pas une froideur mesurable. Et en tant qu'illimitée, elle occupe elle aussi une place dans l'espace. Et cette froideur occupe donc tout l'espace de l'univers. Mais, compte tenu que le froid n'est pas de l'obscurité, et vice-versa, le froid, tant qu'il est limité et l'obscurité est limitée, ils sont solubles l'un dans l'autre. Mais si par absence de leur opposé respectif, ils sont d'une froideur illimitée et l'autre élément, et on peut appeler ça un élément, d'une obscurité infinie, illimitée, eh bien, froid et obscurité, dans l'univers tout infini qu'il est, ils se disputent la place. Parce que l'un n'est pas l'autre. L'un ne peut pas occuper la place de l'autre. Mais comme ils sont infinis, ils occupent densément la place de l'univers, chacun. Mais comme l'un n'est pas l'autre, l'un ne peut pas occuper la place de l'autre, et au point que même dans le plus infiniment petit, de l'infiniment petit, il n'y a plus de reconnaissance de distance entre l'un et l'autre, entre ces deux vérités et ces deux existences. Alors il y a forcément une friction pure de deux différences. Et de cette friction naît un Big Bang. Un Big Bang, compte tenu qu'il fait partie de la logique, il ne peut pas être unique. Il y a toujours eu des Big Bang dans l'univers. Il y a toujours des renouveaux. De par ces renouveaux, les Big Bang existent parce que ce sont les trous noirs qui créent de l'obscurité en pompant l'énergie. Alors s'il y a plusieurs trous noirs dans les endroits les plus reculés de l'univers, là où il n'y a rien justement, où apparemment il n'y a rien, eh ben ils augmentent encore la froideur en pompant l'énergie qui existe dans l'environnement. Mais en même temps, qui pompe l'énergie, il pompe la clarté. Et donc il crée des zones de plus en plus obscures et de plus en plus froides. Et les mouvements consécutifs de ces trous noirs, eh ben, ils créent une obscurité totale pour une froideur totale. Et comme je l'ai déjà dit, froideur et obscurité sont deux choses différentes l'une de l'autre et qui, à un certain moment, ne peuvent pas coexister dans le même endroit, dans le même espace, en même temps. Et donc, il y a une friction de ces deux différences et qui crée un nouveau Big Bang. Bien sûr, c'est à l'échelle de millions, de milliards d'années. Nous, on n'est pas là, on n'a pas une espérance de vie suffisante pour vérifier ça. Mais ce n'est pas parce que nous, dans notre microcosme, notre petitesse, on ne peut pas vérifier ça, que ça n'existe pas. Vous voyez ? Donc c'est comme ça que je vois comment se perpétue l'univers en fait, les créations. Et c'est donc la pensée de l'univers, le savoir cosmique universel, qui régit toutes les lois naturelles dont nous sommes tous issus, qui nous observe et nous juge. C'est lui qui est créatrice. On est d'abord virtuel et après on devient réel. On devient dans notre monde d'irréel. Et c'est comme ça dans tout l'univers. La matière, elle a été créée par la pensée de l'univers. Elle s'est formée par la pensée créatrice, par opposition entre le froid et l'obscurité. Voilà, qui se forment, qui sont si denses et qui se frictionnent et qui créent une explosion, un Big Bang. Voilà. Enfin, ça c'est mon avis, ça c'est ma manière de penser. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo qui a lieu chaque dimanche sur Instagram, YouTube et mon site Facebook. Merci et au revoir.